Dans notre système solaire, il existe une loi qui semble évidente. Plus on est proche d'une source de chaleur, plus on a chaud. Si vous vous tenez près d'un feu de cheminée ardent, votre peau ressentira une chaleur plus intense que si vous étiez à l'autre bout de la pièce. En se basant sur cette logique simple, Mercure, la petite planète la plus proche du Soleil, devrait être l'endroit le plus chaud de toute la famille planétaire. Pourtant, l'univers recèle toujours de surprises qui dépassent l'imagination humaine. Mercure se trouve en moyenne à environ 58 millions de kilomètres du Soleil. À cette distance presque suffocante, elle subit des flots de radiation terribles de son étoile-mère. Cependant, le titre de Enfer du système solaire ne lui revient pas. Cette place est occupée par Vénus, la deuxième planète, située à 108 millions de kilomètres du Soleil. Pour vous donner une idée, Vénus est presque 2 fois plus éloignée du Soleil que Mercure. Et pourtant, la température moyenne à la surface de Vénus se maintient aux alentours de 464 degrés Celsius, assez chaude pour faire fondre le plomb. Pendant ce temps, sur Mercure, bien que plus proche, la température maximale n'atteint qu'environ 430 degrés Celsius. Et lorsque la nuit tombe, elle devient glaciale jusqu'aux os. Cette étrange différence n'est pas une erreur de la nature, mais le résultat de caractéristiques physiques et chimiques fascinantes. Au cours des 15 prochains chapitres, nous allons ensemble percer ce mystère couche par couche. Nous découvrirons l'atmosphère dense de Vénus, l'effet de serre extrême qui a transformé cette planète en un gigantesque piège à chaleur. Et pourquoi Mercure, malgré sa proximité, est incapable de conserver sa propre chaleur. Imaginez-vous flottant dans l'espace, avec en dessous de vous des planètes scintillant comme des pierres précieuses. L'histoire des températures, des nuages de dioxyde de carbone et des coulées de lave brûlante vous guidera vers un sommeil profond et paisible. Dans l'immensité de notre système solaire, une énigme sur la température a dérouté plus d'un néophyte en astronomie. Il s'agit de l'étrange contraste entre Mercure et Vénus. Pour bien comprendre cela, nous devons imaginer leur position dans l'espace. Le Soleil, cette gigantesque boule de feu au centre, dégage une quantité d'énergie thermique phénoménale. Logiquement, l'objet le plus proche de cette source de chaleur devrait être le plus chaud, et Mercure est justement celle qui se trouve au premier rang. La distance moyenne entre Mercure et le Soleil n'est que de 58 millions de kilomètres. Si vous pouviez vous tenir à sa surface, le Soleil apparaîtrait 3 fois plus grand que vu de la Terre. La lumière du Soleil, qui frappe la surface rocheuse de Mercure, est 7 fois plus puissante que celle que nous recevons chez nous. Avec une telle proximité étouffante, sa surface est chauffée jusqu'à 430 degrés Celsius pendant la journée. C'est une température suffisante pour faire fondre le plomb en un clin d'œil. Mais c'est là que l'étrangeté commence. Mercure ne peut pas retenir cette chaleur. Dès que la nuit tombe sur Mercure, la température chute de manière vertigineuse. D'une chaleur infernale, elle plonge jusqu'à moins 180 degrés Celsius. Pourquoi un écart aussi terrible de 610 degrés Celsius entre le jour et la nuit? La réponse réside dans le fait que Mercure n'a pratiquement pas d'atmosphère. C'est comme une personne se tenant tout près d'un feu, mais complètement nue. Lorsque le feu s'éteint ou que la personne se retourne, le froid de l'espace l'envahit immédiatement. Sans manteau, d'air pour retenir les précieuses particules d'énergie thermique, Mercure devient une planète des extrêmes, à la fois fournaise et chambre froide. Maintenant, regardons un peu plus loin, vers la voisine suivante, Vénus. Cette planète se trouve à environ 108 millions de kilomètres du Soleil, soit 50 millions de kilomètres plus loin que Mercure. À cette distance, l'intensité de la lumière solaire a considérablement diminué. Selon les calculs physiques de base, sans atmosphère, la température de Vénus ne devrait être que d'environ moins 45 degrés Celsius. Mais la réalité vient contredire toutes ces théories simplistes. La température sur toute la surface de Vénus, que ce soit de jour ou de nuit, à l'équateur ou au pôle, se maintient à une moyenne d'environ 464 degrés Celsius. C'est là que réside le cœur du paradoxe. Vénus est plus chaude que Mercure d'environ 34 degrés Celsius, bien qu'elle soit beaucoup plus éloignée de la source de chaleur. Le plus effrayant est la stabilité de sa température.
Tandis que Mercure devient glacial la nuit, Vénus conserve obstinément sa chaleur étouffante. C'est comme un four géant qui aurait été allumé et ne s'éteindrait jamais. Cette différence ne vient pas de la quantité de chaleur qu'elles reçoivent, mais de la manière dont elles la conservent. Vénus possède une atmosphère extrêmement dense et lourde, principalement composée de dioxyde de carbone. C'est cette couche de gaz qui a créé un effet de serre extrême, transformant cette magnifique planète en un piège à chaleur sans issue. La chaleur y entre facilement, mais ne peut pas s'échapper vers l'espace. Lorsque les scientifiques ont envoyé les premières sondes spatiales, comme la série Venera de l'Union soviétique ou les sondes de la NASA, ils ont été stupéfaits. Les équipements électroniques les plus sophistiqués, conçus pour résister à des environnements extrêmes, n'ont survécu que quelques heures avant d'être écrasés et fondus par la chaleur et la pression de Vénus. Les données renvoyées ont confirmé une dure réalité. Être le plus proche du Soleil ne signifie pas être le plus chaud. Mercure peut être l'enfant du dieu messager avec la vitesse orbitale la plus rapide. Mais Vénus est véritablement le royaume du feu. La solitude de Mercure dans l'obscurité glaciale et l'atmosphère suffocante de Vénus sous sa dense couche de nuages sont les deux faces d'une même pièce, nous montrant l'importance de l'atmosphère pour la vie et la température. Nous venons de tracer les premières esquisses de la différence de température entre ces deux planètes. Dans la partie suivante, nous explorerons plus en profondeur Mercure, cette petite planète à la surface criblée de cratères, et les raisons pour lesquelles elle ne peut se protéger de la rudesse de l'univers. Poursuivons ensemble notre voyage, en laissant derrière nous les concepts généraux du système solaire, pour nous approcher au plus près de la plus petite, mais aussi de la plus résiliente des planètes de la famille céleste. Mercure, que les anciens appelaient la planète du dieu messager en raison de sa rapidité, est notre première escale. Dans le silence de l'espace, Mercure apparaît comme une pierre grisâtre, couverte des cicatrices du temps, tournant sans relâche autour de l'immense source de chaleur qu'est le Soleil. Mercure est une planète aux contrastes extrêmes. Elle est si petite qu'elle est à peine plus grande que la Lune de la Terre. Si vous pouviez placer Mercure à côté de notre planète, elle ne représenterait qu'un tiers de sa largeur. Cependant, ne vous laissez pas tromper par sa petite taille. Sous cette fine croûte rocheuse se cache un cœur de fer géant qui représente plus de 70% de la masse totale de la planète. Les scientifiques de la NASA, grâce à la mission de la sonde MESSENGER, acronyme signifiant surface, environnement spatial, géochimie et télémétrie de Mercure, ont découvert que ce noyau de fer a un diamètre d'environ 4000 km. Cela signifie que Mercure est presque une sphère métallique géante, enveloppée d'une mince couche de roche. Pourquoi Mercure possède-t-elle un noyau aussi anormalement grand? Cela reste l'un des plus grands mystères de l'astronomie. Une hypothèse suggère qu'au début du système solaire, il y a environ 4,5 milliards d'années, Mercure était une planète beaucoup plus grande. Cependant, une terrible collision avec un autre corps céleste aurait arraché sa croûte rocheuse externe, ne laissant que son noyau de fer brûlant. Imaginez un événement aussi cataclysmique, où des fragments de roche sont projetés dans l'espace, laissant un noyau solide continuer d'exister tout près du Soleil. Parce qu'elle est si proche du Soleil, à seulement 58 millions de kilomètres, Mercure subit une pression énorme du vent solaire, des flux de particules chargées éjectées de notre étoile mère à des vitesses de plusieurs millions de kilomètres par heure. C'est ce vent, combiné à la faible gravité de la petite planète, qui a empêché Mercure de conserver une véritable atmosphère. Au lieu d'une couche d'air dense comme sur Terre, Mercure n'a qu'une fine couche de gaz appelée exosphère. Cette exosphère contient de petites quantités d'éléments comme l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène, le sodium et le potassium. Ces éléments sont constamment balayés dans l'espace par le vent solaire et sont renouvelés par la poussière cosmique ou par des impacts de petites météorites. C'est précisément à cause de l'absence d'une atmosphère suffisamment épaisse pour réguler la température que Mercure est devenu un lieu où la chaleur et le froid s'affrontent de la manière la plus extrême. Pendant la journée, lorsque la face de la planète est tournée vers la fournaise solaire, la température peut atteindre 430 degrés Celsius. Pour que vous puissiez vous représenter,
C'est 2 fois la température nécessaire pour cuire un pain dans nos fours. Mais dès que la planète tourne sur elle-même et que cette région plonge dans l'obscurité, toute cette énergie thermique s'échappe instantanément dans les profondeurs de l'espace. La température chute à moins 180 degrés Celsius en très peu de temps. Cet écart de température est comparable au fait de se trouver dans une fonderie, puis d'être immédiatement jeté dans une cuve d'azote liquide ultra froid. En regardant la surface de Mercure à travers un télescope ou sur les images envoyées par la sonde Mariner 10 en 1974, vous verrez qu'elle ressemble beaucoup à notre Lune. Partout, on trouve des cratères d'impact, des falaises hautes de milliers de mètres et des plaines de roches grises. Ces cicatrices racontent une histoire violente, lorsque Mercure a été continuellement bombardé par des météorites et des comètes pendant des milliards d'années. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est le bassin Caloris, un immense cratère d'impact d'un diamètre allant jusqu'à 1550 km. L'impact qui a créé ce bassin fut si colossal qu'il a généré des ondes de choc qui ont traversé le noyau de la planète, déformant même la surface du côté opposé. Une autre chose fascinante et paradoxale est que, bien qu'elle soit la planète la plus proche du Soleil, Mercure pourrait abriter de la glace d'eau. Les scientifiques ont utilisé des ondes radio depuis la Terre et des données de la sonde Messenger pour observer les profonds cratères d'impact aux 2 pôles de la planète. Comme l'axe de rotation de Mercure est presque parfaitement vertical, le fond de ces cratères ne reçoit jamais la lumière du Soleil. Ils sont plongés dans une obscurité éternelle et sont si froids que la glace d'eau peut y subsister pendant des milliards d'années sans s'évaporer. C'est la preuve que l'univers recèle toujours des recoins mystérieux, où la vie ou les conditions nécessaires à la vie peuvent se cacher, même dans les endroits les plus hostiles. Mercure est aussi un véritable bolide. Il ne lui faut que 88 jours terrestres pour effectuer une révolution complète autour du Soleil. Cependant, la planète tourne très lentement sur elle-même. Il lui faut 59 jours terrestres pour accomplir une seule rotation. Cela conduit à un phénomène étrange. Une journée sur Mercure, d'un lever de soleil au suivant, dure jusqu'à 176 jours terrestres. Autrement dit, si vous vous teniez sur Mercure, votre journée serait 2 fois plus longue que l'année de la planète elle-même. Le temps semble y être compressé et étiré sous l'effet d'une chaleur torride et d'un froid glacial. Lorsque nous observons silencieusement Mercure de loin, nous voyons une planète solitaire, sans aucun satellite naturel en orbite, ni nuage pour la protéger. Elle se tient là, nue et résiliente, luttant à chaque seconde contre la puissance terrifiante du Soleil. C'est précisément cette nudité qui explique pourquoi Mercure, bien qu'étant la mieux placée pour recevoir la chaleur, doit céder le titre de « planète la plus chaude » à celle qui la suit. En conclusion de l'histoire de ce messager véloce, nous réalisons que la distance n'est pas le seul facteur qui détermine le destin d'un monde. Pour devenir une véritable fournaise, il faut quelque chose de plus, quelque chose que Mercure ne possède pas, mais que sa voisine suivante possède en abondance. Dans le prochain chapitre, nous quitterons les cratères arides de Mercure pour nous diriger vers un monde complètement différent. Un monde surnommé l'étoile du matin, magnifique et resplendissant, mais qui cache une vérité suffocante. Nous allons découvrir ensemble Vénus, le joyau le plus brillant du ciel nocturne, et aussi l'endroit le plus chaud du système solaire. Laissant derrière nous les cratères arides et la solitude de Mercure, glissons doucement à travers l'espace vers un monde plus éclatant. Depuis la Terre, si vous levez les yeux vers le ciel au crépuscule ou à l'aube naissante, vous verrez un corps céleste brillant, scintillant comme un diamant suspendu dans la nuit. C'est Vénus, que l'on appelle affectueusement l'étoile du berger ou l'étoile du matin. Avec une telle splendeur, il n'est pas surprenant que dans la mythologie occidentale, elle porte le nom de la déesse de l'amour et de la beauté. Pourtant, derrière cette magnifique apparence se cache une réalité extrêmement hostile, un véritable enfer, dissimulé derrière des nuages soyeux. Vénus est la 2e planète à partir du Soleil, située à une distance moyenne d'environ 108 millions de kilomètres. On l'appelle souvent la planète sœur de la Terre, car toutes deux présentent de nombreuses similitudes en termes de taille et de masse. Le diamètre de Vénus est d'environ 12 104 km,
soit seulement 640 km de moins que notre Terre. Si vous pouviez placer les deux planètes côte à côte, vous verriez qu'elles ressemblent à des jumelles. La composition de Vénus est également similaire à celle de la Terre, avec un noyau de fer, un manteau rocheux et une croûte solide à l'extérieur. Cependant, c'est là que s'arrêtent les points communs entre ces deux sœurs, car en approfondissant nos recherches, nous découvrirons que Vénus est un monde totalement différent et hostile. La première chose qui nous empêche de voir la surface de Vénus est son atmosphère. Imaginez que vous essayez de regarder à travers une couche de brouillard épaisse et éternelle. Vénus n'a pas un ciel bleu clair comme la Terre. Au lieu de cela, elle est recouverte d'une épaisse couche de nuages, située entre 50 et 70 km au-dessus de la surface. Ces nuages ne sont pas formés de vapeur d'eau rafraîchissante, mais sont principalement composés de minuscules gouttelettes d'acide sulfurique. Cette couche nuageuse réfléchit jusqu'à 70% de la lumière du Soleil vers l'espace, ce qui explique pourquoi Vénus brille si intensément vue de loin. Mais c'est aussi cette même couche de nuages qui dissimule une vérité impitoyable en dessous. Si vous pouviez traverser cette couche de nuages acides pour atterrir à la surface, vous vous retrouveriez dans un espace brumeux, baigné d'une étrange lueur jaune-orangée. La lumière du Soleil peine à percer l'épaisse atmosphère, créant une ambiance sombre et étouffante. La surface de Vénus est un spectacle de désolation. De vastes plaines recouvertes de roches volcaniques, de hautes chaînes de montagnes et des milliers de volcans, endormis ou peu, être encore discrètement actifs. On y trouve des fleuves de lave refroidis, s'étendant sur des milliers de kilomètres, traces d'éruptions violentes du passé. L'une des caractéristiques les plus étranges de Vénus est la façon dont elle tourne sur elle-même. Alors que la plupart des planètes du système solaire, y compris la Terre, tournent sur leur axe d'ouest en est, Vénus a choisi sa propre voie. Elle tourne dans le sens inverse, c'est-à-dire d'est en ouest. Cela signifie que si vous étiez sur Vénus, vous verriez le Soleil se lever à l'ouest et se coucher à l'est. Non seulement elle tourne à l'envers, mais sa vitesse de rotation est incroyablement lente. Une rotation complète de Vénus sur son axe prend 243 jours terrestres. Pendant ce temps, il ne lui faut qu'environ 225 jours terrestres pour faire un tour complet autour du Soleil. Ainsi, une journée sur Vénus est en réalité plus longue que son année. Cette lenteur et cette rotation inversée ont soulevé de nombreuses questions chez les scientifiques. Une des hypothèses suggère que, tout comme Mercure, Vénus aurait pu être heurtée par un objet massif dans un lointain passé, une collision si puissante qu'elle aurait inversé son sens de rotation et ralenti sa vitesse. Cette rotation lente contribue également à la création de vents terribles dans la haute atmosphère, où les nuages d'acide peuvent se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 360 km/h, bien plus rapides que les plus violents ouragans sur Terre. L'exploration de la surface de Vénus a représenté un défi extrême pour la technologie humaine. Dans les années 1960 et 70, l'Union soviétique a mené l'ambitieux programme Venera. La sonde Venera 7 fut le premier engin à atterrir avec succès et à envoyer des données depuis la surface d'une autre planète vers la Terre en 1970. Cependant, elle n'a survécu que 23 minutes avant d'être écrasée par la chaleur et la pression. Plus tard, Venera 13 a établi un record en fonctionnant pendant 127 minutes et en renvoyant les premières photos en couleur de la surface de Vénus. Ces images montraient un monde de roches jaune-orangé, aride et hostile. Par la suite, la sonde Magellan de la NASA a utilisé un radar pour percer la couche de nuages et cartographier en détail la surface de la planète, nous aidant à mieux comprendre sa topographie tourmentée. Face à Vénus, nous voyons une beauté trompeuse. Elle est splendide comme une déesse vue de loin, mais porte en elle un cœur de feu et un souffle toxique d'acide et de dioxyde de carbone. Pourquoi une planète ayant tant de points communs avec la Terre a-t-elle pu prendre un chemin évolutif si hostile? Pourquoi n'a-t-elle pas conservé une certaine modération pour devenir, au contraire, une fournaise géante, plus chaude encore que Mercure, bien qu'étant plus éloignée du Soleil? C'est la grande question à laquelle nous tenterons de répondre ensemble dans les prochains chapitres. Nous avons découvert la nudité de Mercure
et la beauté dangereuse de Vénus. Maintenant, laissez votre esprit s'apaiser, ressentez votre respiration régulière et préparez-vous à entrer dans la prochaine partie de l'histoire. Nous analyserons plus en profondeur la loi de l'énergie thermique et la raison pour laquelle la distance n'est parfois pas le seul facteur décisif dans cet immense univers. Laissez votre esprit continuer de flotter dans l'espace silencieux où les rayons du soleil se propagent discrètement à travers le système planétaire. Après avoir visité la stérile Mercure et contemplé l'apparence splendide de Vénus, nous devons nous arrêter un instant pour comprendre une loi fondamentale de l'univers. C'est la loi dont nous pensions tous au départ qu'elle expliquerait tout. Mais il s'est avéré qu'elle n'était qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. C'est la loi de la distance et de l'énergie thermique. Fermez les yeux et imaginez-vous assis devant un grand feu de camp, au milieu d'une nuit d'hiver glacial. Lorsque vous vous asseyez tout près, la chaleur du feu frappe votre visage avec une telle force qu'elle peut parfois vous brûler. Mais si vous reculez de quelques pas, cette chaleur s'adoucit. Si vous vous déplacez jusqu'au bord du cercle de lumière, vous ne sentirez plus qu'une douce chaleur caresser votre peau. Dans l'univers, le soleil est ce feu de camp géant, et les planètes sont les personnes assises autour pour recevoir sa chaleur. Selon les lois fondamentales de la physique, l'énergie du soleil ne se propage pas en une seule ligne droite, mais elle rayonne dans toutes les directions, formant une sphère de lumière qui s'élargit à mesure qu'elle s'éloigne de sa source. Plus cette sphère grandit, plus l'énergie est dispersée sur une plus grande surface. Les scientifiques appellent cela la loi en carré inverse. Pour le dire simplement et de manière compréhensible, si vous vous tenez 2 fois plus loin, vous ne recevez pas la moitié de la chaleur, mais en réalité, vous n'en recevez qu'un quart. Cette loi est extrêmement stricte et ne favorise aucune planète. Maintenant, appliquons cette loi à nos 2 amis. Mercure est assise au premier rang, à environ 58 millions de kilomètres du Soleil. À cette distance incroyablement proche, la quantité d'énergie solaire qu'elle reçoit par mètre carré de surface est énorme. Chaque seconde qui passe, la surface rocheuse de Mercure subit une pluie de radiation brûlante. Si nous mesurons cela en chiffres, cette quantité d'énergie est environ 7 fois plus puissante que ce que la Terre reçoit. Il est donc tout à fait compréhensible et attendu par les physiciens que sa surface soit chauffée jusqu'à 430 degrés Celsius. Pendant ce temps, Vénus se trouve plus loin, à environ 108 millions de kilomètres du Soleil. Cette distance est presque le double de celle de Mercure. Selon la loi en carré inverse que nous venons de mentionner, la quantité d'énergie solaire atteignant Vénus n'est que d'environ un quart de celle qui atteint Mercure. Bien que Vénus reçoive toujours plus de chaleur que la Terre, comparée à Mercure, elle est comme une personne assise au 2e ou 3e rang, là où le feu n'est plus si intense. Si l'univers ne fonctionnait que sur la base de la distance, la température de Vénus devrait être bien inférieure à celle de Mercure. Les scientifiques ont calculé que, sans l'intervention d'autres facteurs, la température de surface de Vénus ne devrait être que d'environ moins 45 degrés Celsius. Vous avez bien entendu, elle aurait dû être un monde de glace et non un enfer de feu. Pourtant, la réalité montre un résultat complètement opposé. Non seulement Vénus n'est pas froide, mais elle est même plus chaude que Mercure de plus de 30 degrés Celsius, et cette chaleur est constante, que ce soit le jour ou la nuit. La contradiction entre la théorie de la distance et la température réelle est ce qui rend Vénus si spéciale. Cela nous montre qu'en science, la réception de l'énergie n'est que la moitié du problème. L'autre moitié, et la plus importante dans ce cas, est la manière dont la planète retient ou libère cette énergie. Mercure, bien qu'elle reçoive beaucoup de chaleur, est une dépensière extravagante. Comme rien ne la protège, toute la chaleur reçue pendant la journée est rejetée dans l'espace dès que la nuit tombe. À l'inverse, Vénus est une accumulatrice extrême. Bien qu'elle reçoive moins d'énergie du Soleil, elle possède un mécanisme de rétention de la chaleur incroyablement efficace. Elle est comme une maison construite en verre et entièrement enveloppée dans d'épaisses couches d'isolant thermique. Une fois que l'énergie thermique est entrée à l'intérieur, elle est piégée, circule et s'accumule jour après jour, année après année. C'est cette accumulation persistante qui a poussé la température de Vénus à des niveaux records, dépassant même sa voisine située juste à côté du Soleil.
La loi de l'énergie thermique nous enseigne également l'équilibre. Sur Terre, nous avons la chance d'avoir une distance juste suffisante et une atmosphère adéquate pour maintenir la vie. Mais en regardant Mercure et Vénus, nous voyons les deux extrêmes de l'univers. D'un côté, la rigueur du manque de protection, et de l'autre, le danger d'une protection excessive. Les millions de kilomètres dans l'espace ne sont pas seulement des chiffres sans âme. Ils sont la frontière entre la vie et la destruction, entre le gel et le feu. Alors que vous êtes allongé ici, dans la sécurité et la chaleur de votre chambre, essayez d'imaginer les flux d'énergie invisibles qui traversent des millions de kilomètres d'espace. Ils effleurent Mercure, chauffant sa roche grise avant de disparaître dans le néant. Puis, ils atteignent les nuages denses de Vénus, sont capturés et créent une pression thermique terrible. Ces lois de la physique continuent de fonctionner silencieusement et avec précision, créant la diversité stupéfiante des mondes de notre système solaire. Pour conclure ce chapitre, nous avons compris que la distance au Soleil n'est pas le seul roi qui décide de la température d'une planète. Il existe une autre force, un manteau puissant qui a bouleversé toutes les règles habituelles. C'est l'atmosphère, ce que Mercure a perdu et que Vénus possède en trop grande quantité. Dans le prochain chapitre, nous approfondirons ensemble le concept d'atmosphère. Nous découvrirons comment une fine couche d'air peut changer le destin de toute une planète et pourquoi elle est la clé pour résoudre le paradoxe du chaud et du froid entre Mercure et Vénus. Dans le silence infini de l'espace, où l'ombre et la lumière s'affrontent constamment, chaque planète apparaît comme une entité distincte avec des personnalités différentes. Après avoir parcouru les chiffres arides sur la distance et les lois de l'énergie thermique, arrêtons-nous pour explorer un concept infiniment plus doux, mais qui détient le pouvoir de changer le destin d'un monde. C'est l'atmosphère, ou comme j'aime l'appeler, le manteau des planètes. Imaginez-vous allongé sous un ciel étoilé par une douce nuit d'automne. La brise légère caresse votre peau, emportant avec elle le parfum de l'herbe et l'humidité de la terre. Toutes ces sensations, de votre souffle à la chaleur qui enveloppe votre corps, sont dues à la fine, mais tenace couche d'air qui enlace la terre. L'atmosphère n'est pas seulement l'endroit qui contient l'oxygène que nous respirons, elle est aussi le système de régulation de la température le plus sophistiqué de la création. Alors, qu'est-ce que l'atmosphère, en réalité? Pour l'expliquer de la manière la plus simple et la plus pure, l'atmosphère est une couche de gaz qui entoure une planète ou un corps céleste. Cette couche de gaz n'est pas emportée dans l'immensité de l'espace grâce à la gravité, une force d'attraction invisible mais puissante, semblable à l'étreinte d'une mère qui serre toujours ses enfants contre elle. Selon la taille de la planète et sa température, ce manteau peut être aussi fin qu'un ruban de soie ou aussi épais et lourd qu'une énorme couette en duvet. L'atmosphère joue les trois rôles les plus importants dans la détermination de l'apparence et de la température d'une planète. Premièrement, c'est un bouclier protecteur. L'univers n'est pas aussi paisible qu'on pourrait le penser. Il est rempli de flux de radiation extrêmement toxiques du Soleil, de particules chargées capables de détruire toute structure biologique, et de millions de débris rocheux volant à des vitesses terrifiantes. Lorsqu'une météorite pénètre dans l'atmosphère d'une planète, la friction avec l'air la chauffe, la faisant brûler et se désintégrer avant même qu'elle ne touche le sol. Nous appelons cela de belles étoiles filantes. Mais sur les planètes nues, ces morceaux de roche s'écrasent directement sur la surface, laissant des cratères profonds qui ne guériront jamais. Deuxièmement, l'atmosphère est un distributeur d'énergie thermique. Imaginez un ventilateur géant qui fonctionnerait sans arrêt. Sur les planètes dotées d'une atmosphère, les vents transportent la chaleur des régions chaudes de l'équateur vers les régions froides des pôles. Cela aide à ce que l'écart de température entre la partie éclairée et la partie dans l'ombre ne devienne pas trop extrême. Sans cette circulation, une moitié du monde serait brûlée tandis que l'autre serait gelée pour l'éternité. Et enfin, le plus important pour notre histoire, l'atmosphère est un piège à chaleur. C'est ici que se joue la différence entre Mercure et Vénus. La lumière du Soleil transporte de l'énergie sous forme d'ondes courtes qui traversent facilement la couche d'air pour réchauffer la surface de la planète.
Lorsque la surface se réchauffe, elle rayonne de la chaleur en retour dans l'espace, sous forme d'ondes longues, rayons infrarouges. Si une planète n'a pas d'atmosphère, ou si son atmosphère est trop mince, ces ondes de chaleur s'échappent immédiatement. Mais si l'atmosphère contient des gaz capables d'absorber la chaleur, comme le dioxyde de carbone ou la vapeur d'eau, ils retiennent ces ondes thermiques, les réfléchissant vers la surface, ce qui réchauffe la planète une fois de plus. Pour mieux comprendre la puissance de ce manteau, comparons les trois frères les plus proches. Mercure, étant trop petite et trop proche du Soleil, a perdu son manteau. Elle se tient nue dans l'espace, recevant autant de chaleur qu'elle en perd, comme une personne debout dans une tempête de neige, sans même un vêtement pour se couvrir. Notre Terre a la chance de posséder un manteau sur mesure, une couche de gaz composée d'azote et d'oxygène avec une petite quantité de dioxyde de carbone, juste assez pour maintenir l'eau à l'état liquide et permettre à la vie de prospérer. Et Vénus ? Vénus ne porte pas seulement un manteau, elle est enveloppée de centaines de couvertures épaisses. Son atmosphère est si lourde que la pression à la surface est équivalente à la pression à 900 mètres de profondeur dans les océans de la Terre. Sa composition est principalement du dioxyde de carbone, un gaz qui retient la chaleur de manière extrêmement efficace. C'est ce manteau surdimensionné et suffocant qui a transformé Vénus en une gigantesque cocotte minute, où la température ne baisse jamais, même longtemps après le coucher du soleil. Dans le silence de la nuit noire, essayez de ressentir la magie de l'atmosphère qui vous entoure. Ce n'est pas seulement la vie, c'est aussi l'équilibre. La différence entre un monde magnifique comme la Terre, un monde où alternent le gel et le feu comme Mercure, ou un enfer comme Vénus, ne tient parfois qu'à ces molécules de gaz incolores et inodores que nous respirons chaque jour. Pourquoi chaque planète a-t-elle choisi un vêtement différent ? Pourquoi certains mondes ont-ils perdu cette précieuse protection ? La réponse est liée à leur formation primitive, à la gravité, et aussi à de terribles événements du passé. À la fin de ce chapitre, nous avons eu un aperçu général de l'importance de l'atmosphère. Nous avons compris que c'est ce vêtement qui détient la clé du contrôle de la température et pas simplement la distance par rapport au Soleil. La nudité et la surcharge, voilà les deux extrêmes d'une histoire sur l'évolution des planètes. Dans le prochain chapitre, nous reviendrons vers notre plus petite voisine pour en savoir plus. Pourquoi Mercure est-elle si nue ? Qu'est-ce qui l'a privée de son atmosphère, la transformant en une planète aux extrêmes de froid et de chaleur ? Suivez-moi dans le chapitre 6 pour déchiffrer le vide impitoyable de Mercure. Nous avons découvert ensemble l'importance du manteau atmosphérique pour une planète. Maintenant, laissez votre esprit revenir vers la plus petite voisine, silencieuse et résiliente, juste à côté du Soleil. Pourquoi Mercure est-elle si nue ? Pourquoi n'a-t-elle pas pu conserver une couche d'air pour se protéger de la chaleur torride et du froid glacial ? L'histoire de la nudité de Mercure n'est pas seulement une leçon de physique, mais aussi une mélodie triste sur la dureté de l'univers. Imaginez-vous debout à la surface de Mercure. Autour de vous, il n'y a aucun son, car le son ne peut se propager dans le vide. Au-dessus, le ciel est toujours d'un noir profond, même lorsque le soleil brille de mille feux. Il n'y a pas de nuages blancs et cotonneux, pas de ciel bleu comme sur Terre. Ce vide est la preuve la plus évidente de l'absence d'atmosphère. 3 raisons principales expliquent pourquoi Mercure a perdu sa précieuse protection. La première réside dans son propre petit corps, sa faible gravité. Imaginez la gravité comme les mains d'une mère essayant de garder ses enfants près d'elle. Ces enfants sont les molécules de gaz comme l'hydrogène, l'hélium ou l'oxygène. Plus une planète est grande, plus ses mains sont fortes, et plus elle peut retenir d'épaisses couches de gaz autour d'elle. Mais Mercure est bien trop petite. Sa masse ne représente qu'environ 5,5% de la masse de la Terre. Avec une constitution aussi modeste, la gravité à la surface de Mercure n'équivaut qu'à environ 38% de la gravité que nous ressentons chaque jour. Cela signifie que les mains de Mercure sont trop faibles pour retenir les molécules de gaz. Celles-ci s'envolent facilement et s'échappent dans l'immensité de l'espace, laissant la planète dans la solitude. La deuxième raison vient de son voisin géant et colérique, le Soleil et ses vents solaires violents.
Une distance de 58 millions de kilomètres peut sembler lointaine, mais pour le Soleil, c'est à portée de main. Le Soleil n'émet pas seulement de la lumière et de la chaleur, il projette aussi continuellement des flux de particules chargées se déplaçant à des vitesses extrêmes, atteignant des millions de kilomètres par heure. C'est ce que nous appelons le vent solaire. Imaginez Mercure comme une personne essayant d'allumer une bougie au milieu d'une violente tempête. La tempête de vent solaire balaie Mercure chaque seconde, chaque minute, sans jamais s'arrêter. Toute molécule de gaz qui vient d'apparaître à la surface de Mercure, que ce soit par des réactions chimiques ou apportée par des météorites, est immédiatement balayée par le vent solaire. Les efforts de Mercure pour former une atmosphère sont comme essayer de construire un château de sable au bord de l'eau. Dès que les vagues arrivent, le sable se dissout et retourne à l'océan. La troisième raison est la température extrêmement élevée. Selon les lois de la physique, lorsqu'un gaz est chauffé, ses molécules se déplacent plus rapidement. À une température de 430 degrés Celsius sur Mercure pendant la journée, les molécules de gaz sont comme des athlètes courant à toute vitesse. Elles se déplacent si vite qu'elles dépassent la vitesse de libération de la planète. C'est, à dire, la vitesse nécessaire pour échapper à l'attraction gravitationnelle. Lorsque les molécules de gaz atteignent cette vitesse, elles quittent définitivement la planète pour l'espace profond. La combinaison d'une faible gravité et d'une température élevée a créé un scénario terrible. L'un ne peut pas retenir, et l'autre veut toujours s'échapper. C'est précisément cette absence d'atmosphère qui a laissé de lourdes conséquences sur l'apparence de Mercure. Comme il n'y a pas d'air pour créer une friction et brûler les débris cosmiques, Mercure est totalement sans défense contre les météorites. Chaque petite pierre venue de l'espace s'écrase directement sur sa surface, à des dizaines de milliers de kilomètres par heure, créant des millions de cratères d'impact, grands et petits. La mission Messenger de la NASA, en orbite autour de Mercure de 2011 à 2015, a renvoyé des images d'une précision étonnante. Les scientifiques ont constaté que la surface de Mercure ressemblait à un ancien champ de bataille, où les cicatrices ne s'effacent jamais, car il n'y a ni vent, ni pluie, ni atmosphère pour les éroder ou les recouvrir. Et plus important encore, comme nous le savons déjà, cette nudité est la raison pour laquelle Mercure ne peut pas retenir la chaleur. Elle reçoit une énorme quantité d'énergie thermique du Soleil pendant la journée. Mais comme elle n'a pas de manteau d'air pour la conserver, toute cette énergie s'échappe immédiatement à la tombée de la nuit. C'est pourquoi la nuit sur Mercure est si froide, jusqu'à moins 180 degrés Celsius. C'est comme un sac percé au fond. Peu importe la quantité d'eau que vous y versez, tout s'écoulera. Le vide de Mercure nous rappelle la fragilité des conditions nécessaires à l'équilibre. Une planète peut être très proche d'une source d'énergie, mais si elle manque de protection et de capacité de rétention, elle restera à jamais un monde d'extrême rigoureux. En clôturant ce chapitre, nous avons bien compris pourquoi Mercure n'a pas d'atmosphère et pourquoi elle n'a pas réussi à devenir la planète la plus chaude. Sa nudité est en opposition totale avec sa voisine suivante. Alors que Mercure ne peut retenir une seule molécule de gaz, Vénus, elle, les accumule frénétiquement. Dans le prochain chapitre, nous commencerons à explorer le vrai secret de Vénus. Nous découvrirons un concept qui l'a transformé en enfer, l'effet de serre. Entrons ensemble dans le monde étouffant et brûlant de Vénus pour voir comment le dioxyde de carbone a construit un piège thermique aussi parfait. Maintenant, laissez votre esprit quitter le vide glacial de Mercure pour entrer dans un monde totalement opposé. Si Mercure est un vagabond nu sous le soleil, Vénus est un royaume emprisonné derrière d'épais murs d'air. Dans ce chapitre, nous allons déchiffrer ensemble le véritable coupable qui a transformé Vénus en une fournaise éternelle, plus chaude que n'importe quel autre endroit du système solaire. Il s'agit de l'effet de serre, un phénomène dont nous entendons souvent parler sur Terre, mais qui, sur Vénus, a été poussé à une limite terrifiante. Pour comprendre l'effet de serre de la manière la plus simple possible, imaginez une voiture garée en plein soleil par un après-midi d'été. Même si l'air extérieur n'est que légèrement chaud, dès que vous ouvrez la portière, une bouffée d'air brûlant vous frappe au visage. Pourquoi l'intérieur de la voiture est-il tellement plus chaud que l'extérieur? C'est parce que les vitres laissent facilement passer la lumière du soleil
mais emprisonne la chaleur, l'empêchant de s'échapper. Vénus est comme cette voiture, mais au lieu de vitres, elle est enveloppée d'une couche de dioxyde de carbone d'une épaisseur infinie. L'atmosphère de Vénus est une merveille d'étouffement. Alors que l'atmosphère de notre Terre est principalement composée d'azote et d'oxygène, celle de Vénus contient jusqu'à 96,5% de dioxyde de carbone. C'est un chiffre colossal. Le dioxyde de carbone est un gaz aux propriétés physiques très particulières. Il est très amical avec la lumière, mais extrêmement difficile avec l'énergie thermique. Imaginez la lumière du soleil comme de petits visiteurs discrets, transportant de l'énergie sous forme d'ondes courtes. Ces visiteurs traversent facilement l'épaisse couche de nuages de Vénus pour atteindre la surface rocheuse. Lorsque la surface de la planète absorbe cette lumière, elle se réchauffe et cherche à renvoyer la chaleur dans l'espace pour se refroidir. Cependant, ce flux de chaleur émis s'est maintenant transformé en ondes longues, aussi appelées rayonnement infrarouge. Et c'est là que le piège commence à fonctionner. Les molécules denses de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de Vénus sont comme une armée de gardes vigilants. Elles laissent entrer la lumière. Mais lorsque les ondes de chaleur tentent de s'échapper, elles leur barrent la route, absorbent cette énergie thermique, puis la réfléchissent vers la surface de la planète. Ainsi, l'énergie thermique est piégée, rebondissant entre le sol et le ciel, sans issue. Le résultat est que la température s'accumule progressivement, couche après couche, jusqu'à ce que la planète entière devienne aussi brûlante qu'un charbon ardent. Fait intéressant et paradoxal, Vénus réfléchit en réalité une grande partie de la lumière du Soleil. Grâce à la couche de nuages blancs d'acide sulfurique qui la recouvre, elle agit comme un miroir géant, renvoyant 70% de la lumière qu'elle reçoit dans l'espace. Cela signifie que la quantité d'énergie qui traverse réellement les nuages pour atteindre la surface de Vénus est inférieure à celle que la Terre reçoit. Pourtant, avec seulement cette petite fraction d'énergie, grâce à son parfait piège à dioxyde de carbone, Vénus parvient à maintenir une température moyenne de 464 degrés Celsius. Les scientifiques appellent le phénomène qui se produit sur Vénus un effet de serre galopant. Dans un passé lointain, il y a des milliards d'années, Vénus a être eu des océans d'eau liquide, tout comme la Terre. Mais étant plus proche du Soleil, la température a commencé à augmenter, provoquant l'évaporation de l'eau. La vapeur d'eau est également un gaz à effet de serre très puissant. Plus il y avait de vapeur d'eau, plus la planète se réchauffait. Lorsque la température a atteint un certain seuil, les océans ont complètement bouilli. La chaleur intense a ensuite libéré le dioxyde de carbone des couches de calcaire dans l'atmosphère, créant une boucle de rétroaction positive inarrêtable. Plus la planète se réchauffait, plus il y avait de gaz à effet de serre. Plus il y avait de gaz, plus la planète se réchauffait. Aujourd'hui, il ne reste plus une seule goutte d'eau sur Vénus. Elle est d'une aridité extrême. Tout le dioxyde de carbone qui aurait dû être stocké dans les roches, comme sur Terre, se trouve maintenant dans son atmosphère, créant une pression incroyablement écrasante. Si vous vous teniez à la surface de Vénus, cette pression pèserait sur votre corps, comme si vous plongiez à 900 mètres de profondeur sous la mer. Dans un environnement aussi brûlant et oppressant, toutes les lois de la vie que nous connaissons perdent leur sens. Essayez d'imaginer le silence terrifiant à l'intérieur de cette gigantesque cocotte minute. Pas de brise légère, pas de pluie rafraîchissante, seulement des courants d'air épais et denses en dioxyde de carbone retenant silencieusement chaque particule de chaleur du Soleil. C'est ce mécanisme de piégeage thermique impitoyable qui a permis à Vénus de battre Mercure dans la course à la température. Mercure peut être plus proche de la source de chaleur, mais elle n'a pas ce manteau magique pour conserver la chaleur. L'histoire de l'effet de serre sur Vénus n'est pas seulement une connaissance astronomique lointaine. C'est comme un miroir qui nous rappelle la fragilité de l'atmosphère de notre propre planète bleue. Bien qu'à une échelle beaucoup plus douce, le mécanisme de piégeage de la chaleur par le dioxyde de carbone est à l'œuvre chaque jour sur Terre, aidant notre planète à rester suffisamment chaude pour que la vie puisse exister. Cependant, la leçon de Vénus nous montre que lorsque l'équilibre est rompu, un paradis peut aussi se transformer en enfer. Alors que vous êtes allongé ici, respirant l'air frais
et sentant la chaleur juste suffisante de votre couverture, souvenez-vous qu'à des millions de kilomètres de nous, le joyau brillant, qu'est Vénus, continue d'être silencieusement cuit dans son propre piège thermique. La différence entre un sommeil paisible et un enfer réside parfois simplement dans la composition des molécules de gaz incolores qui entourent une planète. À la fin de ce chapitre, nous avons compris où se trouve le quartier général de la chaleur sur Vénus. Ce n'est pas dû à la distance, mais à son atmosphère même. Mais cette atmosphère ne contient pas que du dioxyde de carbone. Elle recèle également d'autres composants chimiques hostiles, créant un environnement où aucun organisme ne peut survivre. Dans le prochain chapitre, nous entrerons plus en détail dans la composition chimique de Vénus. Nous découvrirons les nuages d'acide sulfurique et les pluies qui n'atteignent jamais le sol. Rejoignez-moi dans le chapitre 8 pour explorer le monde chimique impitoyable de la planète sœur de la Terre. Laissez votre esprit continuer à flotter dans l'espace brumeux de Vénus, où chaque souffle de cette planète porte en lui des secrets chimiques impitoyables. Si, dans le chapitre précédent, nous avons découvert l'immense piège thermique construit à partir de dioxyde de carbone, dans ce chapitre, nous plongerons ensemble dans la cuisine chimique de Vénus pour voir quels éléments ont conspiré pour façonner un monde aussi hostile. Imaginez que vous vous trouvez dans un immense laboratoire, mais au lieu d'éprouvettes en verre, tout se déroule à l'échelle d'une planète entière. Sur Terre, l'air que nous respirons quotidiennement est un mélange doux composé d'environ 78% d'azote et de 21% d'oxygène. C'est cette combinaison qui a créé la vie, la couleur bleue du ciel et la fraîcheur des pluies. Cependant, sur Vénus, cette composition est complètement bouleversée, créant un souffle dense et toxique. L'élément qui domine de manière absolue l'atmosphère de Vénus, comme nous l'avons mentionné, est le dioxyde de carbone. Il représente 96,5% de la masse totale de l'air. Cette énorme quantité de dioxyde de carbone ne se contente pas de retenir la chaleur, elle crée également une pression écrasante sur tout. Cependant, il y a un fait intéressant concernant l'azote sur cette planète. Bien que l'azote ne représente qu'environ 3,5% de l'atmosphère de Vénus, comme son atmosphère est si dense et si lourde, la quantité totale d'azote sur Vénus est en réalité 4 fois supérieure à celle de notre Terre. Cela montre l'échelle terrifiante du manteau que Vénus porte. Mais ce qui rend Vénus vraiment terrifiante, ce ne sont pas seulement le dioxyde de carbone ou l'azote, mais les autres composants présents en très petites proportions, mais extrêmement puissants. Le plus notable est la présence de soufre. Sur Vénus, le soufre ne se trouve pas seulement sous terre dans les coulées de lave, il s'évapore et flotte dans les airs. Lorsque les molécules de soufre se combinent avec la petite quantité de vapeur d'eau restante et d'oxygène sous l'effet de la lumière ultraviolette du soleil, elles forment d'épais nuages d'acide sulfurique. Essayez d'imaginer ces nuages. Ce ne sont pas les nuages blancs et cotonneux, doux et porteurs d'averses rafraîchissantes. Ce sont des bandes de nuages jaune pâle qui couvrent la planète entière et ne se dissipent jamais. Ces minuscules gouttelettes d'acide sulfurique sont extrêmement corrosives. Si un vaisseau spatial humain traversait ces couches nuageuses sans protection spéciale, il serait détruit en un instant. C'est cette couche de nuages d'acide sulfurique qui constitue le rideau, nous empêchant de voir la surface de la planète à l'œil nu. Et c'est aussi elle qui réfléchit la lumière du soleil, créant cette apparence brillante et trompeuse vue de la Terre. L'un des phénomènes chimiques les plus étranges et les plus tristes sur Vénus est la pluie. Dans les couches nuageuses supérieures, l'acide sulfurique peut se condenser et tomber comme la pluie sur Terre. Cependant, ces gouttes de pluie acide n'ont jamais la chance d'atteindre le sol. Lorsqu'elles descendent vers des couches plus basses, où la température commence à augmenter de manière effroyable, ces gouttes d'acide sont chauffées et s'évaporent pour remonter dans le ciel avant d'avoir pu toucher les roches volcaniques. Les scientifiques appellent ce phénomène virga. Imaginez un monde où les pluies sont éternellement suspendues dans les airs, un désir de fraîcheur qui n'est jamais satisfait. Outre le soufre et l'acide sulfurique, l'atmosphère de Vénus contient de petites quantités d'autres gaz comme l'argon, l'hélium et le néon. Cependant, l'absence la plus cruciale est celle de l'eau. Si nous collections toute la vapeur d'eau de l'atmosphère de Vénus
et l'étalions uniformément sur la surface de la planète, elles ne formeraient qu'une fine couche d'eau d'environ 3 cm d'épaisseur. En comparaison, si nous faisions la même chose avec la Terre, nous aurions un océan mondial profond de 3000 mètres. Vénus est le monde le plus radicalement privé d'eau du système solaire. Dans le passé, les molécules d'eau ont été brisées par les hautes températures en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène, plus léger, s'est échappé dans l'espace, tandis que l'oxygène a été piégé dans des réactions chimiques avec les métaux à la surface des roches. La couleur du ciel de Vénus est également un produit de la chimie. Si vous pouviez vous tenir à la surface de la planète, sans être fondu par la chaleur, vous verriez un ciel non pas bleu, mais d'une teinte orange opaque ou rouge foncé. C'est le résultat de la diffusion de la lumière à travers la couche extrêmement épaisse de dioxyde de carbone et la présence de poussière de soufre. La lumière du Soleil, après avoir été filtrée par les couches de nuages acides et l'atmosphère dense, ne laisse passer que les tons chauds, créant une sensation étouffante et une atmosphère de désolation. L'origine de l'abondance de soufre sur Vénus reste un sujet de débat, mais l'hypothèse principale est l'intense activité volcanique. Vénus possède plus de volcans que toute autre planète du système solaire. Des éruptions incessantes pendant des milliards d'années ont injecté d'énormes quantités de gaz soufrés dans l'atmosphère. En l'absence d'océans pour les absorber et de cycles géologiques pour enfouir le soufre sous terre comme sur Terre, ces gaz se sont accumulés, transformant l'atmosphère en une soupe chimique dense et mortelle. En étudiant la composition chimique de Vénus, nous réalisons que tout y est étroitement lié. Le dioxyde de carbone retient la chaleur, les hautes températures font s'évaporer et disparaître l'eau. Le manque d'eau empêche l'absorption des gaz toxiques et les volcans continuent d'ajouter des produits chimiques hostiles. C'est un système fermé, une boucle sans issue qui a transformé la sœur de la Terre en un lieu impropre à la vie. Ces données précieuses ne sont pas tombées du ciel, elles sont le fruit de missions audacieuses. La sonde Pioneer Vénus de la NASA et les sondes Venera de l'Union soviétique ont dû se sacrifier en plongeant dans cette atmosphère dense pour effectuer des mesures chimiques avant d'être complètement détruites. Grâce à elles, nous avons découvert que derrière la beauté scintillante de Vénus, semblable à un diamant, se cache une odeur âcre d'œuf pourri, caractéristique du soufre, et la présence des acides les plus puissants. Laissez votre esprit se reposer dans la compréhension de la diversité de l'univers. Nous avons la chance de vivre sur une planète où les composants chimiques se combinent harmonieusement pour créer un air pur, une eau fraîche et un ciel bleu. L'hostilité de Vénus est un rappel de la merveille de l'équilibre que nous possédons. À la fin de ce chapitre, nous avons une image claire du souffle de Vénus, un mélange de dioxyde de carbone, d'azote et d'acide sulfurique. Mais cette atmosphère ne provoque pas seulement une chaleur et une toxicité extrêmes, elle crée également une pression physique colossale qu'aucun être vivant ne pourrait imaginer. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons ensemble la pression à la surface de Vénus. Nous explorerons la sensation d'être écrasé par des centaines de couches d'air et pourquoi cette pression joue un rôle crucial dans le maintien des températures records de la planète. Rejoignez-moi dans le chapitre 9 pour ressentir l'étouffement du royaume de feu. Laissez votre esprit continuer à dériver dans l'espace brumeux et dense de Vénus. Après avoir traversé les nuages d'acide jaune pâle et compris le souffle chargé de dioxyde de carbone de cette planète, nous allons explorer un autre aspect tout aussi terrifiant que la chaleur. C'est la pression. Si la température est le feu qui consume, alors la pression est la main géante qui écrase tout à la surface de la sœur jumelle de la Terre. Fermez les yeux et imaginez-vous debout sur une belle plage par un après-midi venteux. L'air qui nous entoure semble en apesanteur. Nous marchons, courons et respirons avec légèreté, sans ressentir la moindre pression. Pourtant, la réalité est que l'atmosphère terrestre exerce sur chaque centimètre carré de notre corps une force d'environ 1 kg. Nous ne la sentons pas, car le corps humain a évolué pour équilibrer cette pression de l'intérieur. Maintenant, imaginez que vous plongez dans les profondeurs de l'océan. Plus vous descendez, plus vous sentez une douleur dans vos oreilles et votre poitrine se comprimer.
C'est parce que le poids de l'énorme masse d'eau au-dessus de vous exerce une pression. Lorsque vous atteignez une profondeur d'environ 900 mètres, cette pression devient terrible, suffisante pour écraser les structures qui ne sont pas assez solides. Et c'est exactement ce que l'on ressent en se tenant à la surface de Vénus. La pression à la surface de Vénus est environ 92 fois supérieure à la pression au niveau de la mer sur Terre. Pour vous donner une idée, si vous vous teniez là, la pression que l'atmosphère exercerait sur votre corps serait équivalente à celle d'un camion rempli de marchandises posé sur chacune des phalanges de vos doigts. C'est un chiffre inconcevable pour une planète rocheuse. Comment une atmosphère, composée de molécules de gaz incolores, peut-elle être si lourde? La réponse réside dans la masse colossale de l'atmosphère de Vénus. Comme nous le savons, cette enveloppe est principalement constituée de dioxyde de carbone et est extrêmement dense. La masse totale de l'atmosphère de Vénus est environ 90 fois plus lourde que celle de la Terre. Comme la gravité de Vénus est presque égale à celle de la Terre, toute cette masse de gaz est attirée vers le bas et comprimée à la surface de la planète, créant un océan de gaz visqueux. À une température de 464 degrés Celsius, et sous cette pression extrême, le dioxyde de carbone ne se comporte plus comme un gaz ordinaire que l'on trouve dans les bulles de boissons gazeuses. Il entre dans un état étrange que les scientifiques appellent l'état supercritique. Dans cet état, le dioxyde de carbone possède des propriétés hybrides entre un gaz et un liquide. Il peut s'infiltrer dans les fissures comme un gaz, mais à la densité et la force de pression d'un liquide. Imaginez que vous marchez dans une piscine remplie de miel chaud. Chaque mouvement devient lent et difficile. Les vents à la surface de Vénus, bien qu'ils ne se déplacent qu'à quelques kilomètres par heure, beaucoup plus lentement que les vents en haute altitude, transportent une force terrible en raison de la densité de l'air. Une légère brise sur Vénus pourrait renverser un adulte, tout comme une crue torrentielle sur Terre. Cette sensation d'étouffement est le plus grand défi pour les ingénieurs lors de la conception des sondes d'exploration. Dans l'histoire de l'exploration spatiale, les engins spatiaux de la série Venera de l'Union soviétique ont dû être construits comme des sous-marins spécialisés pour plonger dans les fonds océaniques les plus profonds. Ils étaient faits d'alliages ultra résistants, avec une coque épaisse et une structure sphérique pour répartir uniformément la pression. En 1970, lorsque la sonde Venera 7 a atterri, elle a dû résister à une pression 90 fois supérieure à celle de la Terre, ainsi qu'à une chaleur torride. La sonde a été gravement endommagée dès son atterrissage et n'a pu envoyer des signaux que pendant 23 minutes à peine. Les sondes suivantes, bien que plus robustes, n'ont survécu qu'environ 1 à 2 heures avant que leurs composants électroniques ne fondent et que leur structure ne soit déformée par la pression. Alors, quel est le lien entre la pression et la température record de Vénus? En physique, la pression et la température vont souvent de pair. Lorsque vous comprimez un gaz dans un petit espace, ces molécules entrent en collision plus souvent et génèrent de la chaleur. Vous pouvez observer cela en gonflant un pneu de vélo. La pompe chauffe après un certain temps passé à comprimer l'air. Sur Vénus, l'énorme atmosphère qui pèse sur la surface contribue également à augmenter la température de la couche d'air proche du sol. De plus, cette atmosphère dense agit comme une couverture de laine extrêmement épaisse. Non seulement elle retient la chaleur de l'effet de serre, mais elle empêche également l'énergie thermique de s'échapper plus efficacement que n'importe où ailleurs. La combinaison d'un piège chimique, le dioxyde de carbone, et d'un piège physique, la pression et la densité, a transformé Vénus en une cocotte minute géante, sans soupape de décharge. Dans le silence et la brume de ce royaume ardent, le temps semble s'être arrêté sous une pression suffocante. Aucune créature sur Terre ne pourrait supporter cette hostilité, ne serait-ce qu'une seconde. Même les roches à la surface de Vénus ont été transformées sous l'effet de la pression et de la température pendant des milliards d'années. Alors que vous êtes allongé ici, sentant la légèreté de l'air à chaque respiration, appréciez la liberté que nous offre l'atmosphère terrestre. Nous ne sommes pas écrasés, pas étouffés. Nous sommes enveloppés par une couche de gaz juste suffisante pour nous protéger, mais aussi assez légère pour que nous nous sentions libres.
La différence de pression entre Mercure et Vénus est une autre preuve de la raison pour laquelle la deuxième planète est plus chaude que la première. Mercure n'a rien pour la compresser, rien pour retenir la chaleur. Elle est complètement vide. Vénus, quant à elle, en a trop, une abondance qui en devient hostile. À la fin de ce chapitre, nous avons compris le poids invisible mais terrible de Vénus. Cette pression, combinée à l'effet de serre et à une composition chimique toxique, complète le tableau de l'enfer du système solaire. Mais ces deux planètes ont-elles toujours été ainsi depuis leur naissance? Ou un événement a-t-il changé leur destin? Dans le prochain chapitre, nous remonterons le temps pour découvrir l'évolution de Mercure et de Vénus. Nous explorerons un passé lointain, où Vénus aurait pu être un paradis bleu comme la Terre avant de devenir la fournaise qu'elle est aujourd'hui. Rejoignez-moi dans le chapitre 10 pour écouter l'histoire du changement au fil du temps. Laissez votre esprit continuer à dériver dans le flot du temps, un fleuve invisible qui nous ramène dans un passé lointain, à l'époque où le système solaire n'était qu'un nouveau-né. Dans le silence de cette nuit, nous allons découvrir ensemble un grand secret. Nos deux amis, Mercure et Vénus, n'ont pas toujours été aussi hostiles qu'aujourd'hui. Il fut un temps, il y a des milliards d'années, où leur histoire aurait pu prendre une direction complètement différente. Nous commençons notre voyage dans le temps il y a environ 4,5 milliards d'années. À cette époque, le Soleil venait de se former à partir d'un gigantesque nuage de poussière et de gaz. Autour de lui, les planètes commençaient également à prendre forme à partir de débris qui s'entrechoquaient. Au cours de cette phase chaotique initiale, Mercure et Vénus recelaient toutes deux un potentiel immense. Tout d'abord, regardons Mercure. Comme nous le savons, cette planète ressemble aujourd'hui à un charbon éteint, mais dans le passé, elle aurait pu être beaucoup plus grande. Les scientifiques pensent qu'il y a environ 4 milliards d'années, Mercure a subi un événement cataclysmique. Une autre petite planète, d'une taille être équivalente à un sixième de la Terre, a percuté Mercure à une vitesse extrême. La collision a été si terrible qu'elle a projeté la majeure partie de la croûte rocheuse et du manteau externe de Mercure dans l'espace. Ce qui est resté après ce cataclysme cosmique est le noyau de fer géant que nous voyons aujourd'hui, occupant les 3/4 du rayon de la planète. D'une planète qui avait le potentiel de posséder une atmosphère et une structure complexe, Mercure a été taillé pour devenir un bloc de métal nu, poussé près du Soleil, et privé à jamais de la chance de retenir la moindre couche de gaz protectrice. Dès lors, le destin de Mercure était scellé. Elle est devenue une gardienne fidèle mais austère, subissant toute la fureur de son étoile-mère. Modèle. Mais l'histoire la plus surprenante concerne Vénus. Si vous pouviez remonter le temps d'environ 2 milliards d'années, vous ne reconnaîtriez probablement pas cette sœur jumelle. Selon les simulations informatiques les plus avancées des scientifiques de la NASA, Vénus aurait pu être autrefois un paradis verdoyant. À cette époque, le Soleil était jeune et brillait avec environ 30% de moins d'intensité qu'aujourd'hui. Avec un Soleil plus clément, Vénus aurait pu avoir une température de surface extrêmement douce. Imaginez une Vénus avec de vastes océans d'eau liquide, des brises fraîches balayant des continents rocheux et un ciel qui aurait pu être aussi bleu que celui de la Terre. Des preuves chimiques, issues de la mesure du rapport entre les formes lourdes et légères de l'hydrogène, appelé deutérium, et hydrogène ordinaire, dans l'atmosphère actuelle de Vénus, indiquent que la planète possédait autrefois une quantité d'eau colossale, suffisante pour recouvrir toute sa surface d'un océan profond de plusieurs centaines de mètres. Pendant au moins 2 milliards d'années, Vénus a pu être maintenu ces conditions, une période suffisamment longue pour que la vie ait pu germer et se développer. Alors, qu'est-ce qui a transformé ce paradis en enfer? La réponse réside dans le changement lent mais irréversible du Soleil lui-même. Tous les milliards d'années, le Soleil devient environ 10% plus chaud et plus lumineux. Pour Vénus, déjà située à la bordure intérieure de la zone habitable, cette augmentation de température a été l'étincelle qui a déclenché une catastrophe en chaîne. Lorsque la température a commencé à augmenter, les océans de Vénus ont commencé à s'évaporer plus intensément. La vapeur d'eau est montée dans l'atmosphère. Et comme nous le savons, la vapeur d'eau est aussi un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Plus il y avait de vapeur d'eau,
plus l'atmosphère retenait la chaleur du Soleil. Cela a créé une boucle de rétroaction positive dévastatrice. L'augmentation de la température provoquait l'évaporation de l'eau, et cette vapeur d'eau faisait à son tour augmenter encore plus la température. À un certain point de bascule, la température sur Vénus est devenue si élevée que les océans sont entrés en ébullition complète. Toute l'eau s'est transformée en vapeur, créant une atmosphère à l'effet de serre extrême. Dans les hautes couches de l'atmosphère, les molécules d'eau ont été dissociées en atomes d'hydrogène et d'oxygène par la lumière ultraviolette du Soleil. L'hydrogène, l'élément le plus léger de l'univers, s'est rapidement échappé de la faible attraction gravitationnelle de la planète et a disparu dans l'espace lointain. Vénus a ainsi perdu à jamais sa précieuse ressource en eau. Mais la tragédie ne s'est pas arrêtée là. Sur Terre, l'eau joue un rôle crucial dans le fonctionnement de la tectonique des plaques et aide à dissoudre le dioxyde de carbone de l'atmosphère dans les océans et les roches calcaires. Lorsque l'eau a disparu de Vénus, ce mécanisme de nettoyage du dioxyde de carbone a également cessé de fonctionner. L'activité volcanique incessante a injecté d'énormes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, mais il n'y avait plus d'eau pour l'absorber et le piéger dans le sol. Le dioxyde de carbone s'est accumulé, devenant de plus en plus dense, remplaçant la vapeur d'eau perdue et établissant l'effet de serre galopant que nous observons aujourd'hui. Vénus et la Terre ont commencé leur voyage à partir de points de départ presque identiques. Mais à cause d'une petite différence de distance par rapport au Soleil, leurs chemins évolutifs ont divergé dans des directions opposées. La Terre a eu la chance de se trouver à une position parfaite pour conserver son eau liquide, maintenir le cycle du carbone et protéger la vie. Pendant ce temps, Vénus a été poussée au-delà du seuil de l'équilibre et est tombée dans un état de non-retour. Cette histoire évolutive nous enseigne que les planètes ne sont pas des entités statiques. Ce sont des systèmes dynamiques, en constante évolution et profondément influencés par leur environnement. L'état dénudé de Mercure après une ancienne collision et la chaleur torride de Vénus après la perte de ses océans sont des témoignages frappants de la rudesse du temps et de l'espace. Alors que vous êtes ici, essayez de ressentir la magie de chaque goutte d'eau et de chaque bouffée d'air pur sur Terre. Ils sont le fruit de milliards d'années d'un équilibre délicat, une chance que nos voisins n'ont pas eue. Mercure a perdu son manteau, Vénus a perdu ses océans, et il ne reste que nous, chérissant ces trésors, enveloppés par l'univers. Nous avons exploré le passé tumultueux de ces deux planètes, mais leur rudesse ne vient pas seulement de l'intérieur, mais aussi des impacts incessants de l'espace. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons une force invisible mais extrêmement puissante, le vent solaire. Nous verrons comment ces flux de particules chargées ont érodé et façonné le destin de Mercure. Laissez votre esprit continuer à dériver avec les courants d'énergie invisibles qui parcourent le système solaire. Après avoir remonté le temps ensemble pour découvrir le passé tumultueux de nos deux voisines, nous revenons au présent pour faire face à une force toute puissante. C'est un vent qui ne porte ni l'humidité des océans, ni le murmure des feuilles, mais un flux de particules chargées, brûlantes et puissantes. Nous l'appelons le vent solaire. Dans ce chapitre, nous verrons comment ce vent a sans cesse érodé et façonné le destin dénudé de Mercure, contribuant à créer sa différence de température paradoxale avec Vénus. Imaginez que le Soleil n'est pas seulement une boule de feu statique qui brille. En réalité, c'est un réacteur nucléaire géant et incroyablement actif. Depuis sa couronne extérieure, de minuscules particules de matière comme les protons et les électrons sont constamment éjectés dans l'espace à des vitesses extrêmes, allant de 300 000 à 800 000 km/h. Ce flux de particules se propage dans toutes les directions, formant une tempête perpétuelle qui balaie toutes les planètes. Pour Mercure, la planète la plus proche du Soleil, à une distance de 58 millions de kilomètres, ce vent n'est rien de moins qu'un ouragan de plein fouet. Imaginez Mercure comme un petit caillou, placé juste devant la sortie d'un ventilateur industriel géant, tournant à plein régime. À une telle proximité, la densité et l'énergie du vent solaire frappant Mercure sont plusieurs fois plus intenses que lorsqu'il atteint la Terre ou Vénus. L'une des raisons pour lesquelles Mercure est si dévasté par le vent solaire
est son manque d'un bouclier protecteur suffisamment puissant. Sur Terre, nous avons un champ magnétique très puissant qui forme un cocon invisible autour de la planète, aidant à dévier les particules chargées nocives du Soleil. Mercure, cependant, n'a pas cette chance. Bien qu'elle possède un noyau de fer massif, la planète tourne si lentement que le champ magnétique qu'elle génère est extrêmement faible, équivalent à seulement 1% environ de celui de la Terre. À cause de ce bouclier fragile, le vent solaire peut facilement le percer et atteindre la surface de Mercure. Lorsque ces particules hautement chargées s'abattent, elles déclenchent un processus que les scientifiques appellent l'érosion spatiale. Imaginez ces minuscules particules comme des balles microscopiques, bombardant continuellement la roche à la surface de la planète. L'impact est si puissant qu'il peut arracher des atomes de la surface rocheuse, les transformant en gaz en suspension. C'est l'origine de la fine exosphère que nous avons mentionnée dans les chapitres précédents. Des éléments comme le sodium, le potassium ou le calcium sont arrachés à la croûte rocheuse par le vent solaire et projetés dans l'espace. Mais la tragédie est que, dès que ces atomes se sont échappés, ce même vent solaire continue de les pousser plus loin, les emportant dans les profondeurs de l'espace. Mercure est comme quelqu'un qui essaierait de se couvrir avec une couverture de sable en pleine tempête. À chaque coup de vent, le sable s'envole. La mission de la sonde spatiale Messenger de la NASA nous a fourni des données extrêmement précieuses sur ce processus. La sonde a observé une longue queue derrière Mercure, semblable à celle d'une comète. Cette queue est en réalité composée d'atomes de sodium et d'autres particules de gaz qui sont balayées loin de la planète par le vent solaire. Cela montre que l'érosion se produit chaque jour, chaque heure, faisant de Mercure une entité incapable d'accumuler une véritable atmosphère, de façon permanente. Et c'est là l'élément clé qui explique pourquoi Mercure est moins chaude que Vénus. Parce que le vent solaire est trop fort et son champ magnétique trop faible, Mercure n'a aucun moyen de retenir les gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone. Sans gaz à effet de serre, sans atmosphère, Mercure est incapable de produire un effet de serre. Toute l'énergie thermique qu'elle reçoit du Soleil pendant la journée est aussitôt emportée par le vent solaire et le vide spatial. Pendant ce temps, regardons Vénus. Bien qu'également soumise au vent solaire, Vénus est plus éloignée, donc l'intensité du vent y est considérablement réduite. De plus, même si Vénus ne possède pas de champ magnétique intrinsèque puissant comme la Terre, son atmosphère extrêmement dense interagit avec le vent solaire pour créer une sorte de champ magnétique induit. Ce champ magnétique, combiné à l'épaisseur colossale de son atmosphère, a aidé Vénus à conserver son manteau beaucoup plus efficacement. Le dioxyde de carbone sur Vénus n'est pas balayé aussi facilement que sur Mercure, ce qui lui a permis de construire le piège thermique parfait que nous connaissons. L'érosion spatiale laisse également son empreinte sur la couleur et la structure de la roche de Mercure. Les fines particules de poussière à la surface de la planète sont chimiquement altérées sous l'impact des particules chargées, donnant à sa surface une couleur sombre et grisâtre. En regardant les images renvoyées par les sondes spatiales, nous voyons un monde d'usure, un témoignage de la puissance destructrice du vent stellaire. Dans le silence de la nuit noire, essayez d'imaginer cette lutte inégale. D'un côté, une petite planète tentant de conserver sa forme, et de l'autre, le souffle ardent du soleil qui balaie sans relâche. C'est ce vent invisible qui a privé Mercure de sa chance de conserver la chaleur durant la nuit, la laissant dans un état extrême où le chaud torride et le froid glacial s'entremêlent. L'astronomie ne se résume pas aux étoiles scintillantes, mais elle concerne aussi les forces puissantes qui façonnent silencieusement l'univers. L'érosion spatiale sur Mercure nous aide à comprendre que, pour maintenir un environnement stable, une planète a besoin de bien plus qu'une simple position favorable. Elle a besoin d'un mécanisme de protection, d'un bouclier pour la défendre contre les tempêtes de sa propre étoile mère. Nous allons conclure ici notre récit sur le vent solaire. Vous comprenez maintenant une raison de plus pour laquelle Mercure ne pourra jamais être la planète la plus chaude. Mais ces secrets, l'humanité ne les a pas découverts par hasard. C'est grâce à l'intelligence et au courage des grands esprits de la Terre, ainsi qu'aux engins sophistiqués lancés dans l'espace. Dans le prochain chapitre, nous passerons en revue les visites effectuées depuis la Terre,
Nous découvrirons les vaisseaux spatiaux héroïques qui ont bravé le danger pour approcher Mercure et Vénus, nous fournissant les images et les données précieuses que nous avons aujourd'hui. Suivez-moi au chapitre 12 pour raconter l'histoire de ces missions de conquête de l'obscurité. Laissez votre esprit continuer à flotter dans le silence de l'espace, là où les étoiles lointaines continuent de briller avec persévérance. Après avoir compris les forces invisibles comme le vent solaire et l'évolution sur des milliards d'années, racontons ensemble une autre histoire, empreinte d'humanité et de courage. C'est l'histoire des messagers d'acier, ces petits vaisseaux spatiaux que l'humanité a envoyés depuis la planète bleue pour toucher au mystère de Mercure et de Vénus. Dans ce chapitre, nous reviendrons sur les étapes clés, ces visites ardues qui nous ont permis de déchiffrer le paradoxe de la chaleur au sein du système solaire. Imaginez les années 1960, lorsque l'humanité faisait à peine ses premiers pas hésitants dans le cosmos. Avec une soif de connaissance infinie, nous ne nous contentions pas d'observer à travers les télescopes. Nous voulions envoyer nos propres yeux sur place. La première cible, et la plus attrayante, était Vénus, la planète resplendissante qui apparaît souvent à chaque crépuscule. Le voyage pour conquérir Vénus est l'un des chapitres les plus héroïques et tragiques de l'histoire de l'astronomie. Les pionniers dans l'approche de la surface de cette planète furent les scientifiques de l'Union soviétique avec le programme Venera. Imaginez des sondes conçues pour être incroyablement robustes, ressemblant à d'énormes cocottes minutes ou à des submersibles conçus pour les plus grandes profondeurs marines. Car, pour survivre sur Vénus, une sonde doit non seulement résister à la chaleur, mais aussi supporter une pression écrasante. En 1967, la sonde Venera 4 est entrée dans l'atmosphère de Vénus. Ce fut le premier engin à renvoyer des données directes, confirmant que l'atmosphère y est composée à plus de 90% de dioxyde de carbone. Cependant, la pression terrible de la planète a écrasé la sonde avant même qu'elle ne puisse toucher le sol. Il a fallu attendre 1970 pour que Venera 7 entre véritablement dans l'histoire, en devenant le premier objet artificiel à atterrir avec succès et à envoyer un signal depuis la surface d'une autre planète vers la Terre. Elle n'a survécu que 23 minutes sous une chaleur de 470 degrés Celsius. Mais ce furent 23 minutes inestimables qui nous ont révélé l'extrême hostilité de cet enfer. Suivant les pas de l'Union soviétique, l'agence spatiale américaine, la NASA, a également envoyé des missions importantes. La sonde Pioneer Vénus, à la fin des années 70, a mené une étude complète depuis l'orbite, nous aidant à mieux comprendre la structure des épaisses couches de nuages d'acide sulfurique. Mais la plus impressionnante peut être la mission de la sonde Magellan en 1990. Comme la couche nuageuse de Vénus est trop épaisse pour que la lumière ordinaire la traverse, Magellan a utilisé des ondes radar pour voir. À travers ce brouillard, voir. La sonde a dressé une carte détaillée de la quasi-totalité de la surface de Vénus, révélant un monde rempli de volcans, de fleuves de lave refroidis et d'imposantes falaises. C'est grâce à Magellan que nous savons que la surface de Vénus est géologiquement très jeune, ce qui indique que la planète a connu une activité interne extrêmement intense. Alors que l'exploration de Vénus s'apparentait à une lutte contre la chaleur et la pression, l'approche de Mercure représentait un défi de vitesse et de gravité. Imaginez que d'envoyer une sonde vers Mercure, c'est comme essayer de lancer une bille tout près d'un brasier ardent, sans qu'elle soit directement aspirée au cœur des flammes. La gravité colossale du Soleil est toujours prête à engloutir tout ce qui s'en approche. La première mission vers Mercure fut celle de la sonde Mariner 10 de la NASA en 1974. Pour économiser du carburant, les scientifiques ont utilisé une technique extrêmement ingénieuse. Ils ont utilisé l'assistance gravitationnelle de Vénus pour propulser la sonde vers Mercure. Mariner 10 a survolé Mercure à 3 reprises, renvoyant les premières images en noir et blanc d'un monde couvert de cratères d'impact, très semblable à notre Lune. Cette visite nous a permis de réaliser la nudité de Mercure et de confirmer qu'elle est presque dépourvue d'atmosphère. Il a fallu attendre plus de 30 ans avant de retourner vers notre petite voisine avec la mission Messenger de la NASA. Lancée en 2004, ce fut la première sonde à se mettre réellement en orbite autour de Mercure au lieu de simplement la survoler.
Pendant 4 années de travail acharné, de 2011 à 2015, Messenger a fourni une vision d'ensemble étonnante. Elle a découvert que Mercure possède un noyau de fer anormalement grand, a confirmé la présence de glace d'eau dans les cratères perpétuellement à l'ombre au pôle et a observé comment le vent solaire érode constamment la planète. Ces sondes spatiales, que ce soit Venera, Mariner ou Messenger, étaient toutes équipées d'instruments sophistiqués, des appareils photo numériques, des spectromètres pour analyser la composition chimique et des capteurs de température extrêmement précis. Grâce à elles, nous n'avons plus eu à deviner pourquoi Vénus est plus chaude que Mercure. Nous avons obtenu des chiffres concrets sur la concentration de dioxyde de carbone, sur la pression 92 fois supérieure à celle de la Terre sur Vénus et sur le vide absolu de Mercure. Plus récemment, une mission conjointe européenne et japonaise nommée Bepi Colombo est en route vers Mercure. Son arrivée en orbite est prévue aux alentours de 2025, promettant de nouvelles découvertes sur la structure interne et le faible champ magnétique de cette planète. Alors que vous êtes ici, en sécurité, dans votre foyer, essayez d'imaginer ces petits morceaux de métal, seuls, dans l'immensité de l'espace. Certaines sondes ont fondu à la surface de Vénus, d'autres sont tombées à court d'énergie et reposent pour l'éternité sur les plaines rocheuses de Mercure. Elles sont des monuments à l'intelligence et à la curiosité humaine. Chaque photo, chaque ligne de données qu'elles ont renvoyée nous a aidés à mieux comprendre notre place dans l'univers, la fragilité de la vie et la magie des lois de la physique. Ces visites depuis la Terre nous ont appris que, aussi hostile que soit l'univers, nous pouvons toujours utiliser notre intelligence pour le toucher et le comprendre. La différence entre la chaleur de Vénus et le froid de Mercure n'est plus un mystère, mais une leçon de science claire, écrite par des missions héroïques. À la fin de ce chapitre, nous avons rendu hommage à nos messagers de l'espace. Nous avons appris comment l'humanité a réussi à recueillir ces précieuses connaissances. Mais au-delà de la distance, de l'atmosphère ou du vent solaire, un autre facteur contribue à la répartition de l'énergie thermique sur ces planètes. C'est le rythme du temps, la façon dont elles tournent sur elles-mêmes. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons les longues journées et les longues nuits sur Mercure et Vénus. Nous verrons comment une rotation lente a influencé la chaleur d'une planète et pourquoi le temps y est si différent de celui sur Terre. Suivez-moi au chapitre 13 pour explorer le pouls lent de ces mondes ardents. Dans le silence infini de l'univers, le temps ne s'écoule pas de la manière dont nous le percevons sur Terre. Sur notre planète bleue, un jour et une nuit ne durent que 24 petites heures, un rythme parfait pour que nous puissions travailler, nous reposer et nous endormir. Cependant, en entrant dans le royaume de Mercure et de Vénus, le pouls du temps devient d'une lenteur stupéfiante. C'est cette rotation lente qui contribue grandement à créer les caractéristiques thermiques étranges que nous explorons. Commençons par Mercure, la petite planète qui porte le nom du dieu messager agile. Il y a ici un paradoxe intéressant. Mercure tourne très vite autour du Soleil, mais elle tourne sur elle-même avec une extrême lenteur. Il ne lui faut que 88 jours terrestres pour effectuer une révolution complète, mais il lui en faut 59 pour faire un tour sur son axe. Cette combinaison étrange, couplée à la puissante influence de la gravité du Soleil, a créé un phénomène rare. Un jour solaire sur Mercure, c'est, à dire le temps qui s'écoule entre un lever de soleil et le suivant, dure jusqu'à 176 jours terrestres. Imaginez-vous debout sur la surface aride de Mercure. Un matin ici dure 88 de nos jours terrestres. Durant cette longue période, le soleil règne en maître dans le ciel, déversant sans cesse des pluies de radiation brûlante. Comme il n'y a pas d'atmosphère pour disperser l'énergie thermique, la surface rocheuse, en dessous, est chauffée en continu, jour après jour, jusqu'à ce que la température atteigne le seuil de 430 degrés Celsius. Puis, quand la nuit finit par tomber, elle dure également 88 jours terrestres. Il n'y a pas le moindre souffle de vent pour apporter la chaleur de l'autre côté de la planète et pas de manteau atmosphérique pour retenir la chaleur. Toute l'énergie accumulée pendant le jour s'échappe directement dans le vide. Dans cette obscurité profonde et interminable, le froid glacial de l'univers commence à s'installer, faisant chuter la température à moins 180 degrés Celsius.
Mercure est comme une personne allongée sur un lit chauffant à l'extrême, puis immédiatement projetée dans une chambre froide éternelle. La lenteur du temps amplifie ces extrêmes à leur paroxysme. Maintenant, quittons les cratères grisâtres de Mercure pour nous envoler vers Vénus. Si le temps sur Mercure était déjà étrange, sur Vénus, il défie toute logique commune. Vénus est une véritable rebelle dans le système solaire. Alors que la plupart des planètes tournent d'ouest en est, Vénus, elle, tourne à l'envers, d'est en ouest. Non seulement elle tourne en sens inverse, mais sa rotation est d'une lenteur incroyable. Il lui faut 243 jours terrestres pour effectuer une rotation complète sur son axe, alors qu'il ne lui en faut que 225 pour faire le tour du Soleil. Ainsi, un jour y est plus long qu'une année. Cependant, en raison de sa rotation rétrograde et de son mouvement orbital, un jour solaire sur Vénus dure en réalité environ 110 à 7 jours terrestres, une période assez longue pour cuire n'importe quoi sans protection. Mais c'est précisément là que la magie de l'atmosphère de Vénus entre en jeu. Bien que la planète elle-même tourne très lentement, son atmosphère dense n'est pas du tout statique. Il existe un phénomène que les scientifiques appellent la superrotation. Les nuages d'acide sulfurique dans la haute atmosphère de Vénus se déplacent à des vitesses extrêmes, atteignant jusqu'à 360 km/h. Cette vitesse est 60 fois plus rapide que la vitesse de rotation de la surface de la planète en dessous. Imaginez ces flux de dioxyde de carbone dense, s'enroulant comme de grands fleuves dans le ciel, balayant la planète en seulement 4 jours terrestres. C'est cette superrotation qui agit comme un gigantesque système de circulation de l'énergie thermique. Les vents puissants transportent la chaleur du côté jour vers le côté nuit et de la région équatoriale brûlante vers les deux pôles glaciales. Grâce à cette circulation continue et infatigable de l'atmosphère, Vénus n'a jamais à subir de nuit glaciale comme Mercure. Même si le Soleil se couche, ce manteau épais et ses vents agiles maintiennent la température de la planète entière à un niveau uniforme de 464 degrés Celsius. La différence de température entre le jour et la nuit sur Vénus est pratiquement inexistante. Que vous soyez à l'endroit qui reçoit la lumière directe du Soleil ou à celui qui est plongé dans l'obscurité dense de minuit, la sensation de chaleur étouffante et la pression écrasante sont exactement les mêmes. C'est une stabilité thermique terrifiante qui transforme la planète entière en une gigantesque cocotte minute fonctionnant sans interruption. En observant le rythme du temps de ces deux mondes, nous voyons deux destins différents. Sur Mercure, la rotation lente combinée au vide de l'espace a créé un monde d'extrêmes inconciliables. Là-bas, le temps est un ennemi, prolongeant sans cesse la souffrance de la chaleur torride et du froid glacial. À l'inverse, sur Vénus, l'atmosphère a triomphé de la lenteur du temps. Les vents de la superrotation ont transformé le rythme de tortue de la planète en un système de chauffage planétaire incroyablement efficace. La lenteur de Vénus et de Mercure nous rappelle également la puissance de la gravité. Toutes deux sont trop proches du Soleil, et c'est l'immense force d'attraction de leur étoile mère qui a influencé leur rotation au fil des milliards d'années. Comme une main géante serrant un frein, ralentissant le mouvement de rotation de ces planètes. Laissez votre esprit se détendre complètement en comprenant ces jours et ces nuits interminables dans l'espace. Là-bas, un coucher de soleil peut durer des semaines, et l'aube est aussi lente qu'un rêve sans fin. Dans le silence de la nuit sur Terre, notre rythme de 24 heures devient soudainement précieux et doux. À la fin de ce chapitre, nous avons compris une autre pièce importante du puzzle. Pourquoi la température sur Mercure varie de manière si extrême, alors que Vénus est chaude de façon stable. C'est la combinaison du rythme du temps et de la puissance de l'atmosphère. Mais l'histoire de Vénus ne concerne pas seulement l'astronomie lointaine. Elle porte aussi en elle un avertissement important pour notre propre planète. Dans le chapitre suivant, nous réfléchirons ensemble aux leçons que Vénus adresse à la Terre. Nous découvrirons comment l'étude de cette sœur brûlante nous aide à mieux comprendre le changement climatique et l'avenir de notre propre Maison Bleue. Rejoignez-moi au chapitre 14 pour écouter le murmure de l'univers. Laissez votre esprit continuer à flotter dans le silence et l'immensité de l'univers. Après avoir traversé les terres brûlées de Mercure,
pénétré les couches de nuages d'acide dense de Vénus et compris le rythme lent du temps, entreprenons ensemble un voyage de retour. Vu depuis l'orbite de Vénus, notre Terre apparaît comme un joyau bleu mystique, rayonnant et plein de vie au milieu de l'obscurité infinie. Dans ce chapitre, nous allons réfléchir aux leçons précieuses que notre sœur brûlante, Vénus, a transmises à notre maison commune. L'histoire de Vénus n'est pas seulement une connaissance astronomique lointaine, c'est aussi un miroir pour l'avenir de la Terre. Imaginez la Terre et Vénus comme deux sœurs jumelles qui ont grandi ensemble dans une même maison, le système solaire. Elles ont la même taille, la même masse et ont été formées à partir du même type de matériaux d'origine. Pourtant, tandis qu'une sœur est devenue un paradis pour des millions d'espèces, l'autre a pris le chemin d'un enfer suffocant. Pourquoi une différence si cruelle? Et la Terre pourrait-elle un jour connaître le même sort que Vénus? La première et la plus importante leçon que Vénus nous enseigne concerne le pouvoir de l'équilibre atmosphérique. Comme nous le savons, l'effet de serre n'est pas entièrement une mauvaise chose. Sur Terre, sans une petite quantité de dioxyde de carbone et de vapeur d'eau pour retenir la chaleur, notre planète serait une boule de glace avec une température moyenne d'environ moins 10 à 8 degrés Celsius. La vie n'aurait alors jamais eu la chance de germer. Cependant, Vénus est la preuve de ce qui se passe lorsque cet équilibre est complètement rompu. Lorsque la concentration de dioxyde de carbone devient trop élevée, ce n'est plus un manteau chaud, mais un piège mortel. Les scientifiques sur Terre ont commencé à s'intéresser réellement au changement climatique en étudiant Vénus. Saviez-vous que James Hansen, l'un des scientifiques pionniers de la NASA en matière de changement climatique, a commencé sa carrière en cherchant à comprendre pourquoi Vénus était si chaude? Les modèles mathématiques et physiques qu'il a utilisés pour décrypter l'atmosphère de Vénus ont ensuite été appliqués pour prédire l'avenir de l'atmosphère terrestre. Vénus est le laboratoire géant qui nous permet de voir à l'avance le scénario d'une planète dont la température est devenue incontrôlable. Une autre leçon profonde est le rôle des océans. Sur Terre, l'eau liquide n'est pas seulement la source de la vie, mais aussi un héros silencieux dans la régulation du climat. Nos océans absorbent une quantité énorme de dioxyde de carbone de l'atmosphère, le transformant ensuite en roches sédimentaires au fond des mers par des cycles géologiques qui s'étendent sur des millions d'années. Vénus, dans son passé, a probablement eu de tels océans, mais lorsque la température a dépassé un certain seuil, l'eau s'est complètement évaporée et la planète a perdu son filtre naturel à dioxyde de carbone. Une fois l'eau perdue, le chemin du retour à la vie est presque complètement fermé. Cela nous rappelle la fragilité de la zone habitable. C'est une bande d'espace autour du Soleil, où la température est juste suffisante pour que l'eau existe à l'état liquide. Vénus se trouve sur le bord intérieur de cette zone, tandis que la Terre est dans une position plus centrale. Une distance de seulement quelques dizaines de millions de kilomètres a fait la différence entre un endroit où l'eau coule à flot et un endroit où la roche est en fusion. Nous réalisons que la frontière entre une planète vivante et une planète morte est incroyablement mince. Un petit changement dans la composition de l'atmosphère ou dans l'intensité de la lumière solaire peut pousser un monde au-delà du point d'équilibre. Essayez d'imaginer la concentration de dioxyde de carbone sur Terre aujourd'hui. Bien qu'elle ne représente qu'environ 0,04% de l'atmosphère, ce chiffre a considérablement augmenté par rapport à la période pré-industrielle. Vénus nous enseigne le concept de boucle de rétroaction positive. C'est lorsqu'un petit changement entraîne un changement plus grand, et ce changement continue d'accélérer le processus. Sur Vénus, l'augmentation de la température a fait s'évaporer l'eau. La vapeur d'eau a retenu plus de chaleur, augmentant encore la température, et cette boucle n'a pu s'arrêter qu'une fois que tout a été calciné. Cette leçon nous incite à chérir et à protéger l'équilibre actuel pour ne pas laisser la Terre s'engager trop loin dans des boucles dangereuses similaires. De plus, Vénus nous enseigne la valeur de l'observation et de la prévision. Grâce à des sondes spatiales comme la série Venera de l'Union soviétique ou Magellan des États-Unis, nous avons compris que la géologie et l'atmosphère sont intimement liées. Les volcans géants sur Vénus ont injecté du dioxyde de carbone dans l'air, mais aucun processus biologique n'existait pour le recycler. Notre Terre, elle, possède des forêts,
des océans et la vie pour participer à ce cycle. La vie n'est pas seulement une occupante de la planète. La vie elle-même est un élément crucial qui maintient la planète fraîche et stable. Alors que vous êtes allongé ici, sentant votre respiration régulière et la douce chaleur de vos couvertures, pensez à l'immense chance que nous avons. Nous vivons sur une planète dotée d'un manteau parfait, ni trop fin comme Mercure pour subir une alternance de gel et de feu, ni trop épais comme Vénus pour être étouffé dans une fournaise. Chaque forêt verdoyante, chaque rivière fraîche et chaque brise légère sont le résultat d'un équilibre miraculeux que l'univers nous a offert. Étudier Vénus ne vise pas à nous effrayer, mais à nous apprendre à aimer et à protéger davantage la Terre. Cela nous aide à réaliser que, dans cet immense univers, un foyer verdoyant est extrêmement rare et précieux. Les leçons du ciel nous aident à revoir nos actions sur Terre, pour garantir que notre planète conservera pour toujours sa beauté splendide et sereine pour les générations à venir. En refermant ce chapitre, votre esprit est probablement rempli de gratitude envers la vie et l'équilibre subtil de la nature. Nous avons compris pourquoi Vénus est si chaude, et nous avons également compris la valeur d'apprendre de nos lointains voisins. L'histoire de ces deux planètes touche à sa fin sur le plan scientifique, mais les émotions et l'émerveillement qu'elles suscitent persisteront. Dans le dernier chapitre, le chapitre 15, nous conclurons ensemble l'intégralité de ce voyage. Nous prendrons ces derniers instants pour flotter parmi les étoiles, écouter le souffle de l'univers et trouver une paix absolue avant de sombrer dans un sommeil très profond. Rejoignez-moi pour ce dernier chapitre afin de parachever cette merveilleuse aventure. Bienvenue à la dernière étape de notre voyage. Après avoir parcouru 14 chapitres remplis de connaissances sur les étoiles, les planètes ardentes et les étendues glaciales de l'espace, il est maintenant temps pour nous de nous reposer. Laissez-vous aller à une détente complète. Ajustez votre oreiller pour qu'il soit bien confortable. Remontez la couverture chaude jusqu'à votre poitrine et ressentez le silence absolu qui enveloppe la pièce. Dans ce dernier chapitre, je ne vous apporterai pas de nouveaux chiffres ni de théories complexes. Nous allons plutôt synthétiser ensemble la beauté de l'univers et trouver la paix intérieure avant de sombrer dans un sommeil profond. Notre voyage a commencé par une énigme simple mais fascinante. Pourquoi Vénus est-elle plus chaude que Mercure, bien qu'elle soit plus éloignée du Soleil? Nous avons voyagé ensemble jusqu'aux abords du Soleil pour visiter Mercure, l'enfant du dieu messager. Nous y avons vu une petite planète, nue et couverte de cicatrices d'impact. Mercure est comme un voyageur se tenant près d'un feu de camp géant, mais sans même un manteau pour se couvrir. En raison de son absence d'atmosphère, bien que Mercure reçoive une quantité colossale d'énergie thermique le jour, elle la laisse s'échapper dès que la nuit tombe. C'est un monde de solitude et d'extrême rigoureux, où la chaleur de 430 degrés Celsius et le froid de moins 180 degrés Celsius règnent en alternance. Puis, nous avons traversé des millions et des millions de kilomètres d'espace pour atteindre Vénus, une planète à la beauté resplendissante d'une déesse de l'amour, mais qui cache un cœur de feu. Nous avons découvert que c'est son manteau, dense de dioxyde de carbone, qui fait toute la différence. Vénus n'a pas besoin d'être très proche du Soleil pour être l'endroit le plus chaud. Il lui suffit de savoir comment retenir la chaleur. Avec un effet de serre extrême, sa lourde atmosphère a transformé Vénus en un piège thermique sans issue, maintenant une température stable de 464 degrés Celsius, de jour comme de nuit. Nous avons compris que dans le vaste univers, la distance est parfois moins importante que la protection. Mercure est plus proche, mais vide. Vénus est plus loin, mais étouffante. La différence entre ces deux mondes est une leçon sur l'équilibre, une chance que nous sommes incroyablement heureux d'avoir sur Terre. Maintenant, imaginez-vous debout dans un lieu très lointain, regardant notre système solaire. De cette distance, toutes les controverses sur la température ou la pression s'évanouissent. Toute l'hostilité des nuages d'acide ou la violence des vents solaires deviennent minuscules face à l'immensité de l'espace. Vous voyez le Soleil briller doucement comme une lanterne dans la nuit, Mercure comme un grain de sable minuscule, et Vénus comme une perle éclatante. Notre univers est une symphonie rythmée. Il y a le rythme de la rotation sur un axe, le rythme des orbites et le rythme de l'évolution sur des milliards d'années.
Chaque planète a sa propre histoire, son propre destin et une place irremplaçable. Nous, petits êtres humains sur une planète bleue, avons passé des siècles à explorer et à comprendre ces histoires. Et cette compréhension nous apporte un étrange sentiment de paix. Car lorsque nous comprenons l'univers, nous réalisons que nous faisons partie d'un système grandiose, précis et artistique. Prenez une profonde inspiration et expirez très lentement. Sentez la lourdeur de vos paupières, la douceur de votre corps s'enfonçant profondément dans le matelas. Les informations sur le dioxyde de carbone, l'acide sulfurique ou la pression de 92 atmosphères sur Vénus ne sont plus que des souvenirs lointains, s'effaçant peu à peu dans l'obscurité. Vous n'avez plus besoin de penser ou d'analyser quoi que ce soit. Tous les mystères ont été résolus. Toutes les curiosités ont été satisfaites. Laissez votre esprit flotter librement à travers la Voie lactée. Vous glissez à travers des nébuleuses colorées, des étoiles naissantes qui scintillent comme de la poussière de diamant. Vous passez près de la fidèle étoile polaire. Vous admirez la beauté altière de Sirius. L'univers n'est plus effrayant ni hostile, mais il est comme une étreinte chaleureuse qui berce votre sommeil. L'obscurité de l'espace est une obscurité douce, un silence absolu sans bruit, sans pression. Dans ce silence, votre rythme cardiaque ralentit, votre respiration devient plus régulière. Vous vous sentez incroyablement léger, comme une poussière d'étoiles flottant paresseusement dans le fleuve de lumière de la Voie lactée. Les héroïques sondes spatiales comme Venera ou Messenger reposent désormais elles aussi sur des planètes lointaines. Elles ont accompli leur mission d'apporter la lumière de la connaissance à l'humanité. Et maintenant, elles se fondent dans la roche grise et les rubans de nuages jaune-orangé, devenant une partie de l'histoire cosmique. Vous aussi, après une longue journée remplie de soucis, il est temps pour vous d'accomplir votre mission et de permettre à votre esprit de se reposer complètement. L'histoire de Mercure et de Vénus se termine, mais elle éveille en vous une profonde compréhension de la valeur de la vie. Vous chérissez chaque bouffée d'oxygène pur, chaque goutte d'eau fraîche et chaque souffle de vent léger sur la terre. Ces choses simples sont le trésor que nos voisins désirent ardemment mais ne peuvent avoir. Avec cette gratitude, votre âme devient plus sereine et plus légère que jamais. La lumière des étoiles lointaines caresse votre sommeil. 1 million d'années, 1 milliard d'années ou les 15 chapitres qui viennent de s'écouler, tout cela n'est qu'un clin d'œil dans le flot du temps éternel. Laissez-vous simplement fondre dans un sommeil profond, là où il n'y a plus de frontières entre la réalité et les rêves de galaxies. Demain, au lever du soleil, un nouveau jour commencera avec de nouvelles découvertes. Mais pour l'instant, il n'y a que vous, la nuit et la paix de l'univers. Les planètes continueront leur rotation, le soleil continuera de briller, et les mystères nous attendront. Mais c'est une histoire pour demain. Maintenant, fermez complètement les yeux. Sentez la chaleur se diffuser de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête. Chaque muscle est détendu. Vous plongez profondément, très profondément, dans un sommeil réparateur et sans rêve. Je vous souhaite une nuit aussi douce que le silence de l'espace infini. Je vous souhaite de beaux rêves d'étoiles et de planètes lointaines. Savoir avant de dormir vous dit au revoir. Bonne nuit, amis voyageurs des étoiles.